Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de Kotetsu, votre podcast mensuel sur l'animation japonaise. Nous sommes le dimanche 22 octobre et pour une fois, je ne suis pas en compagnie d'Alex. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Sarah, comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Pas trop galère pour venir ? Non, pas trop galère. Le trajet était plutôt fluide. J'ai fait le bon choix. Je suis contente. Parfait. Écoutez, bienvenue Sarah. Sarah qui est une ancienne collègue designer. À l'époque, on travaillait tous les deux dans la voyance. Sarah, quelle époque hein. Quelle époque. Oh là là, quel souvenir. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Pour les 3 actus, on parlera du retour de Spy Family, avec sa 2e saison qui a repris sur Crunchyroll, puis de Cyber Agent, une société japonaise de publicité numérique qui a récemment ouvert une division pour créer des animés par IA, par intelligence artificielle. Un sujet qui nous passionne. Et enfin, on terminera avec Mangayo, une application française de lecture de manga en ligne qui a noué des partenariats inédits avec la SNCF et McDonald's. Pour le dossier de ce mois, on parlera de l'adaptation animée de Chainsaw Man, l'œuvre délirante de Tatsuki Fujimoto. Et pour conclure de belle manière, le Free Talk sera consacré au fanzina, un milieu que tu connais très bien, Sarah. Même en ce moment, là, tu es en plein dedans, quoi. Exactement, je suis en plein dedans. Il y a la Japan Exposante qui arrive, il y a la Yaikon qui arrive. Ouais, donc, il y a de l'actualité là-dessus. Trop bien, tu pourras nous en parler à ce moment. Et voilà, c'est parti. Et donc pour cette première actualité, Sarah, on va parler de Spy Family, de la 2e saison qui a repris récemment. Donc sur Crunchyroll, chaque samedi à 17h30 sort un épisode de Spy Family. Et Spy Family, si tu ne connais pas, c'est un animé produit par Wit Studio et Cloverworks. Et c'est le 2e manga le plus vendu en France. C'est un manga qui est édité par Kurokawa. Et jusqu'à aujourd'hui, on compte 11 tomes de sortie. Avant le début de la série, le manga, créé par Tatsuya Endo, était déjà à 12,5 millions d'exemplaires. Et en fait, quand l'animé a commencé, les ventes ont doublé, atteignant presque 21 millions. Donc c'est assez ouf le pouvoir en fait qu'a ce média, en tout cas pour faire vendre des mangas. Et du coup, en septembre, là, 2023, on n'est pas en septembre, on est en octobre, mais voilà, on compte 31 millions de tomes vendus dans le monde. C'est vraiment incroyable. Il faut se dire aussi que pour la sortie d'un tome, maintenant, c'est un peu comme One Piece. Pour le tome 11, Kurokawa a décidé de sortir une espèce de version ultra collector avec un roman, un serre-livre, un tote bag, 10 marque-pages. Bref, il y a vraiment une espèce de coffret collector spécialement pour l'occasion du tome d'un manga. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu pour d'autres œuvres de manga. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, la sortie du tome 12 de Full Metal ? Est-ce qu'il y avait genre un aspect, collector en plus du manga qui sortait ? Alors, si je me trompe pas, pour Full Metal, c'est arrivé plus tard, où ils ont sorti les fameux grands tomes, un peu collector, mais à l'époque, c'était le tome normal qui a été sorti. Ouais, c'était juste le tome, on va dire, dans une édition plus HD, non ? Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est sorti beaucoup plus tard, ça. Ouais. En fait, peut-être avec le succès de la 2e version de l'animé. Ouais, mais typiquement, tu vois, Attaque des Titans, un manga que tu adores, n'est-ce pas ? Okay. Ils ont sorti des éditions Titan, lol, des éditions plus grandes du manga, mais je ne crois pas que pendant la parution du manga, qu'il y a eu des tomes avec des éditions collector, quoi. C'était juste une parution classique. Et du coup, peut-être un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas Spy Family. C'est un manga d'action, comédie, slice of life. Concrètement, on est dans un monde en pleine guerre froide entre 2 pays, Ostania et Westalis. L'histoire va suivre un espion appelé Twilight qui reçoit une nouvelle mission, celle de découvrir si une guerre se prépare. Et sous les traits de Lloyd Forger, il va devoir former une famille factice afin d'approcher Donovan Desmond, le fils du leader du parti extrémiste. Mais dans sa mission, il ne va pas se rendre compte que sa femme Yor est une tueuse à gages et que sa fille Anya est télépathe, ce qui va créer vraiment des situations très, très rigolotes, parce que du coup Anya connaît l'identité des 2 personnages, et c'est un peu elle, on va dire, la mascotte de la série, avec ses réactions, ses mimiques, et elle est vraiment très drôle. Et donc oui, la série va mélanger espionnage, comédie, et va explorer un peu les liens familiaux avec c'est toute cette ribambelle de personnages, avec beaucoup de rebondissements, donc
très drôle. Et du coup, Sarah, on connaît déjà la réponse, mais est-ce que tu connais cette série? Alors, je te pose la question. Malheureusement, non, je ne connais pas encore cette série. Je connais pour l'instant de nom, évidemment, pour avoir vu en convention pas mal de produits dérivés autour de cette série. Mais du coup, est-ce que t'as senti un engouement avec Spy Family dans les conventions? Ouais, complètement, en fait. Il y a plein de goodies autour de cet univers, les sacs collector, vendus par les éditeurs, etc. Par contre, c'est quand même une série qui est sur ma watchlist. Déjà, j'aimais bien le synopsis, j'aime bien le chara design, donc clairement, je vais me pencher dessus dans les semaines ou mois qui suivent, mais oui. Eh bien, trop bien. Et sache que du coup, tu le sais déjà, mais je précise, mais l'auteur de Spy Family était un des anciens assistants de Tatsuki Fujimoto, le monsieur derrière Chainsaw Man, dont on parlera prochainement. Et ben voilà, je pense qu'on peut conclure cette première news. C'est parti pour la deuxième actu. Pour cette deuxième actualité, je vais vous parler de CyberAgent, qui a créé une unité dédiée à l'animation par IA, donc par intelligence artificielle. C'est également une société qui a fondé une unité similaire Game AI Lab, vraiment dédiée qu'aux jeux vidéo. Et il faut savoir aussi que son précédent groupe de recherche et de développement AI Lab et l'unité stratégique du coup d'IA de Game et Entertainment Division sont les cofondateurs de cette nouvelle division. Et celle-ci se concentrera donc sur certaines tâches bien précises, telles que la génération par IA de décors, de personnages et l'animation de ces derniers, ainsi que la création de sons et de musique. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment remplacer tous les acteurs qui existent pour créer une œuvre créative. Si vous ne connaissez pas CyberAgent, ce sont eux qui sont derrière le studio Cygames, donc un studio qui a été créé en 2011, qui a produit le populaire Grand Blue Fantasy. Je sais pas si tu connais Sarah, c'est un jeu très populaire. Enfin, c'est une licence qui marche très bien au Japon aussi. J'en ai vu quand j'étais là-bas. Non, malheureusement, je connais pas. On t'inquiète, c'est pas grave. Et cette société a travaillé également sur la production de plusieurs animés de leur propre jeu, Rage of Bahamut Genesis, ou encore tout simplement Grand Blue Fantasy The Animation. On va aborder du coup une question très simple en fait, Sarah. C'est quoi ton opinion sur l'IA en général? C'est très vague. Alors, en général, j'ai rien contre le progrès technologique. Au contraire, je suis très gadget, voilà. Mais pour l'IA, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir prendre un petit peu plus de recul. Il y a eu une accélération très récente du déploiement des IA pour le grand public. Oui. Et il y a des choses que je trouve problématiques. On va commencer par le domaine de l'art, justement. Le domaine le plus touché. Oui, exactement. En fait, je pensais que l'IA s'attaquerait à peut-être d'autres domaines que la création artistique. Du coup, on a des problèmes de copyright, on a des problèmes éthiques, des problèmes sur des cadres législatifs par rapport à cette utilisation. On voit déjà les dérives. Moi, je le vois vraiment en première ligne dans les conventions où il commence à y avoir quelques stands, pas énormément, mais qui vendent uniquement des produits dérivés générés par IA. Dont la création est générée par IA. Oui. J'ai déjà vu un stand où vraiment tous les posters étaient des créations générées par IA. C'est pas légal du coup. C'est pas hyper légal en fait. Là pour l'instant, comme je disais, on manque de cadre en fait dessus. Les artistes dont on utilise les créations ne sont pas compensés. Il n'y a pas de compensation pour eux. Et du coup, on est vraiment à la frontière de l'illégalité en fait. Parce que le vrai problème, c'est que du coup, en fait, l'IA fonctionne sur du machine learning et en fait, va puiser sur des œuvres déjà existantes d'artistes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas demandé l'avis à ces artistes, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment, pour ma part, très problématique. Oui, clairement. Et j'évite d'utiliser ces outils. Je préfère me tourner vers des professionnels, en fait, qui proposent des galeries de poses via Patreon ou Gumroad, par exemple. Je pense à Dorcastock, je pense à Jenny aussi, sur Twitter, qui rend disponible, en fait, beaucoup de poses gratuitement. Ça, j'étais même pas au courant, tu vois. Je pensais que pour les poses, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des logiciels, tu sais, avec des espèces de pantins en 3D, tu peux un peu paramétrer la pose, les tourner comme tu veux.
Mais je pensais pas qu'il y avait des personnes spécialisées Exactement. Ouais. C'est vraiment littéralement leur job. Adore Castock, qui est l'équipe la plus connue en fait, met à disposition des packs sur DeviantArt par exemple, gratuits. Et il y a aussi une partie payante sur Patreon. Par exemple. Incroyable. D'autres choses à dire sur l'IA, Sarah En fait, par rapport aussi à la défense, aux arguments de défense exposés, en fait, pour l'instant, on parle d'aide à la création, mais il y a aussi la question, est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ? Une question qui anime beaucoup les débats aussi dans ces milieux créatifs, que ce soit le jeu vidéo, l'animation, l'illustration. Donc voilà, c'est vrai que nous, du coup, on est designers. Et imagine, du jour au lendemain, on te dit, écoute, on n'a plus besoin de toi, on va demander au robot et il va nous faire le travail, quoi. C'est ça, ou qu'on te force même à utiliser les IA pour... Le truc, en fait, je pense qu'il faut se dire que le truc, c'est que l'IA, elle est là. Quoi qu'on fasse, elle pourra pas disparaître. J'ai déjà en parlé aussi très rapidement. Mais je pense qu'il faut essayer de s'adapter. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de notre secteur de métier. Moi, je suis dans la UI, donc les interfaces de jeu. Toi, tu es plus dans du site web, du design de site web ? UI design aussi, et de plus en plus UX. Ouais, effectivement. Il y a ce côté UX. Et le truc, l'IA peut nuire beaucoup plus facilement à tout ce qui va être... caractère artiste, illustrateur, alors que nous, pour le moment, en tout cas moi je sens pas trop l'impact dans nos métiers. Pareillement, et pour l'instant je le sens pas trop. Je sais qu'il y a des outils de facilitation IA qui existent pour lui ou l'UX design, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment j'ai pas vraiment cherché. Ouais. Et j'essaie de progresser par moi-même sur ces domaines-là. Et parce que aussi, il y a ce truc aussi, quand t'es artiste, c'est un peu rageant, effectivement. Imagine, t'as travaillé pendant 10 ans, t'as développé ton propre style, et du jour au lendemain, ça veut dire que n'importe qui peut créer une œuvre, quelle qu'elle soit, avec ton style, et peut la vendre aussi, tant qu'à faire. Donc forcément, je pense, je peux comprendre que c'est embêtant, en tout cas pour l'artiste. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire avec. J'ai déjà vu des œuvres animées par IA. Pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose, on va dire, qualitatif. Ça reste encore imparfait. Et j'espère, personnellement, moi, j'espère pas que l'IA progresse dans l'animation parce que, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, en tout cas. Je pense qu'on peut terminer cette actu. On va passer à la troisième actu, une actu qui va pas être liée à l'animation, mais j'ai trouvé ça intéressant d'en parler puisque c'est une actu qui concerne la France. C'est parti. On va enchaîner avec Mangayo, une plateforme de lecture de manga français, attention, qui a récemment établi des partenariats stratégiques avec SNCF, donc TGV Inouï inclus, et McDonald's pour accroître sa visibilité en France. L'objectif, toucher un public plus large et faire découvrir cette forme de divertissement à de nouvelles audiences, tout simplement. Et dès le 16 octobre 2023, donc c'est déjà lancé, chers amis, vous pourrez lire une 50aine de mangas accessibles gratuitement dans les trains via le portable TGV Inouï, en format numérique, évidemment. Vous pourrez donc lire des œuvres provenant de divers éditeurs français, Akata, Kana, Kiyun. Concernant McDonald's, ce sont des cartes cadeaux de 30 jours pour découvrir Mangayo qui seront à gagner dans tous les restaurants de l'enseigne. Une décision stratégique car la cible des McDo est clairement la cible visée par Mangayo, les familles et les jeunes. Donc comme je l'ai déjà dit, ces partenariats ont un but très simple, viser à accroître la notoriété de Mangayo sans investir massivement dans de la publicité, dans du marketing qui coûterait beaucoup plus cher. Et ces collaborations, comme le précise le fondateur, ont également but de renforcer la crédibilité de l'entreprise, tant auprès du public que des ayants droit japonais. L'initiative vise donc à sensibiliser le marché français aux options légales de lecture et de manga, dans un contexte où la lecture numérique est souvent associée à la piraterie. Typiquement, tu vois, parmi tous mes proches, je pense que personne ne connaît Mangayo. Et même, j'irai même plus loin, il y a
très peu de personnes qui connaissent des applications de lecture de manga légales. Même l'application Manga Plus, qui est donc l'application officielle de la Shueisha, typiquement, beaucoup de potes sont encore au scan, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas quelque chose qui s'est encore démocratisé. Petite précision sur Manga.io, donc c'est une offre avec un abonnement mensuel à 6,90 soit à peu près le prix d'un manga, je dirais. Il faut savoir qu'ils sont stables depuis le lancement en 2020 et ils ont un catalogue plutôt varié avec des titres de 19 éditeurs français, ce qui représente à peu près plus de 230 séries et plus de 1000 tomes en lecture illimitée. Et donc c'est une start-up dirigée par Romain Régnier, qui emploie actuellement 13 personnes à plein temps. Et voilà, je pense que cette collaboration avec la SNCF et McDo représente une étape assez importante pour eux dans l'expansion de leurs produits. Et j'espère qu'ils vont réussir à s'implémenter et continuer un peu d'explorer ces autres opportunités de partenariat pour promouvoir la culture du manga en France. Sarah, est-ce que toi tu connaissais Manga.io avant que je t'en parle ? Alors oui, je connaissais, surtout grâce à la success story de Manga.io, dont je connais un des membres. Incroyable. Le chef d'équipe et head of content, Young Jong Inada, qui a croisé ma route à l'université Paris 8 à l'époque où j'y étais. Et on a fréquenté le même cours de bande dessinée. Donc, déjà, c'était quelqu'un de très passionné, très ambitieux. Je me rappelle de ces grandes planches de dessin très détaillées. Ah, mais je savais pas qu'il dessinait, du coup, il est artiste, quoi. Et tout à fait, il dessine, il fait du piano. Ce monsieur a beaucoup de talent. Ah oui, incroyable. Exactement. Donc, sans en dévoiler plus, nos routes se sont croisées, puis se sont séparées vers la fin de l'université, quand chacun est parti vivre sa vie de son côté. Clairement. Et quelques temps plus tard, je l'avais gardé sur LinkedIn. Et là, je commence à prendre connaissance de ce projet. Et du coup, je l'ai vu grandir en quelque sorte à travers ses posts. Et voilà comment je connais Manga.io. Est-ce que tu as déjà utilisé Manga.io ou pas ? Alors, on peut l'utiliser pour la simple et bonne raison que je suis une grande acheteuse de manga. Ouais, je comprends. Alors, je vais avoir mon petit budget par mois, évidemment, à ne pas trop dépasser. Mais j'achète encore les mangas papier. J'ai une bibliothèque pleine à craquer. Après, je fais tourner mes collections quand même. Hein. Je les revends, j'en rachète, etc. Donc, ça tourne. Mais je suis encore très papier, même si je trouve la digitalisation très intéressante et qui peut éventuellement, comme tu le disais, toucher un certain public plus jeune, qui a peut-être moins le temps et moins les moyens aussi d'aller fouiller dans les librairies, et aussi le fait de ne pas toujours trouver le tome qu'on cherche. Ça peut effectivement centraliser toutes sortes de réponses à un besoin. Mais c'est vrai que moi aussi, tu vois, j'ai toujours cet amour de l'objet physique. Je sais pas pourquoi, j'aime bien posséder mon manga, j'aime bien le livre, le feuilleter. Tu vois, t'as ce côté, c'est un peu le traditionnel débat physique ou des maths, quoi. T'as ce côté touché et même l'odeur du livre, c'est débile. Mais, c'est ça, l'odeur du papier, mais si. Ouais, bah. Complètement. Ouais, mais j'adore ça aussi. Et, je vais être très honnête, j'ai testé très rapidement Lab. Pour l'instant, je pense que j'ai pas trouvé mon compte en termes de catalogue, mais je suis très admiratif de la démarche, du fait que ça existe, et j'espère qu'ils réussiront à se créer une place dans ce marché-là, et voilà, que ça fonctionne, parce que c'est un beau projet, quoi. Tout à fait, exactement. Et à noter aussi qu'ils ont réussi aussi à créer à la Japan Expo cette année le quartier manga. Oui, c'est tout à fait eux. Ah, d'accord. Exactement. Et j'ai quand même trouvé ça assez impressionnant et ambitieux, et ça augure du bon quand même au Manga.io. Eh bien, on leur souhaite bonne chance. Pour ce mois-ci, on va parler de Chainsaw Man, notamment de l'adaptation animée de cette œuvre réalisée par le studio MAPPA. MAPPA, qui est un studio qui a été créé en 2011 par Masao Maruyama, qui a pris sa retraite maintenant, qui est un ancien de Madhouse, un studio assez réputé, qui avait notamment... Madhouse, c'est un studio qui avait réalisé notamment Paprika, une œuvre dont vous parlez dans le précédent podcast. Et MAPPA, ils sont
connu aujourd'hui pour avoir réalisé Jujutsu Kaisen, Yuri on Ice, Attack on Titan Season Finale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus l'auteur. Tatsuki Fujimoto, un mangaka japonais qui est né le 12 novembre 1989, ce qui fait qu'aujourd'hui, il doit avoir 34 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Donc, il y a un très jeune auteur qui est connu pour son style de dessin assez distinctif, très simple, avec une approche narrative par contre qui est souvent brutale, sombre. Mais je pense que dans toutes ses œuvres, on peut sentir son amour du cinéma. Dans sa composition, comment il traite ses personnages. Il ne craint pas d'explorer des thèmes controversés et surtout, moi, ce que je dirais, ce qui le définit vraiment, c'est ce côté imprévisible qui est vraiment très présent dans Chainsaw Man. Il va aussi jouer beaucoup sur l'ironie. Il a gagné en popularité grâce à la série Fire Punch avant de créer donc Chainsaw Man qui lui a permis vraiment de décoller. C'est vraiment Chainsaw Man, c'est un immense succès au Japon et à l'étranger. Petite anecdote rigolote, son éditeur, donc Shiei Lin, est le même éditeur que l'auteur de Spy Family, qui était lui-même, comme on le disait, un ancien assistant de Fujimoto. On a très peu d'informations sur cet auteur, parce qu'il tient à conserver son identité secrète par crainte de se faire tuer. C'est d'ailleurs, c'est dire, hein, qu'il a déjà reçu de nombreuses lettres de menaces à ses débuts. Et c'est d'ailleurs un thème qu'il va aborder dans un de ses one-shots, Look Back. On viendra peut-être là-dessus. Mais voilà, que dire d'autre ? Il a un compte Twitter. Ce qui est marrant, c'est que dans sa description bio, il se présente sous l'identité d'un élève de 3e année de primaire qui adore Fire Punch et Chainsaw Man. Voilà, il est vraiment... Je sais pas, j'aime beaucoup la démarche. Et comme on l'a dit, c'est vraiment un des auteurs les plus talentueux et prometteurs de cette nouvelle génération. Sarah, on va revenir un peu sur les œuvres de Tatsuki Fujimoto. Quelles sont les œuvres que tu as lues de cet auteur avant Chainsaw Man ? Alors, moi, du coup, je me suis penchée sur Adieu Eri et Look Back. Ouais. Donc, c'est 2 mangas qui m'ont beaucoup touchée, où on retrouve déjà un peu les bases des qualités qui feront Chainsaw Man plus tard, avec justement un talent pour la narration, la justesse des émotions qu'il dépeint, et une certaine originalité dans la mise en scène. Ouais. Et donc on a beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans Chainsaw Man, peut-être qu'on développera un petit peu plus tard, mais il y a des thèmes intéressants qui sont abordés, qui sont pas souvent abordés justement dans le manga ou l'animé. Et la manière aussi de les aborder, j'imagine, est différente, on va dire, d'une œuvre plus classique, quoi. Exactement, en fait. Il va prendre des chemins des fois inattendus, avec, comme tu disais aussi, une touche d'imprévisible. Ouais. Et évidemment que dans ces œuvres-là aussi, on voit tout de suite son amour du cinéma, comme tu le disais tout à l'heure, à travers le thème du montage, par exemple. Oui, exactement. Voilà. J'avais pas pensé, mais c'est tout c'est tout ce qui caractérise Adieu Eri, c'est vraiment ça. Tout à fait. C'est mon œuvre préférée d'ailleurs parmi ces one-shots que j'ai lus. J'ai juste lu Look Back et Adieu Eri, donc c'est celle que je préfère. Look Back, elle est un peu plus tragique, je dirais. C'est un peu plus dur à lire. Quoique, Adieu Eri, c'est quand même pas joyeux, mais je trouve que ça va par rapport à Look Back. Et Adieu Eri, je vous invite vraiment à la lire. C'est disponible légalement, je crois. J'avais tweeté à l'époque, je sais plus. Sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll ? Il me semble que c'est Crunchyroll déjà qui édite le manga papier. Donc ça doit être disponible sur Crunchyroll. Je vous invite vraiment à lire ce one-shot qui est poignant, en tout cas, qui est très marquant. Que dire d'autre de Tatsuki Fujimoto ? Je vous avoue que moi, je ne le connaissais pas avant Chainsaw Man. C'est vraiment Chainsaw Man qui m'a fait intéresser à son travail, en fait. Et son trait, tu vois, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je le trouve très simple. Même dans Chainsaw Man, là, les chapitres récents de Chainsaw Man, il y a un trait très simple dans ses personnages. Il n'y a pas trop de détails. J'imagine que ce sont ses assistants qui font des décors, qui sont détaillés. Mais je trouve qu'effectivement, il a ce côté, je sais pas, très light, vraiment très sobre. Il va à l'essentiel. Et souvent, tu vas avoir des personnages qui vont avoir, je sais pas, un ornement. Typiquement, il y a un personnage dans Chainsaw Man qui s'appelle Himeno. Oui, c'est ça. Himeno, pardon, qui a juste un cache-œil. Et c'est ça un peu qu'il a défini, parce qu'ils sont tous habillés en costard et tout. Et je sais pas, je trouve qu'il a vraiment une manière de créer des personnages dans la simplicité, mais qui sont quand même marquants. T'as des choses à dire sur Fujimoto ou... Oui, justement. J'apprécie aussi beaucoup son trait. En fait, il a un line art assez libre et qui donne beaucoup d'expression à l'ensemble. On va avoir effectivement de la simplification, mais sur certaines scènes, on va avoir un côté un petit peu plus fouillé, voire des fois même un petit peu fouillis, mais ça reste toujours très très nerveux en fait comme trait. Donc on va dire que c'est à la fois une recherche de simplicité mais aussi d'expression.
On peut terminer là-dessus et on va passer à la partie no spoil. Bienvenue en partie no spoil. On va vous faire un petit résumé très rapide de Chainsaw Man. Donc, l'histoire se déroule dans un monde où des démons menacent l'humanité. Ces démons naissent des peurs humaines et leur puissance est proportionnelle à la peur qu'ils suscitent. Typiquement, tu peux avoir un démon du café. Il va faire peur à personne, clairement, mais on va aussi avoir le démon flingue, donc un des antagonistes, on va dire, principal de ce premier arc. Et donc, pour lutter contre ces démons, il est possible de passer un contrat avec eux pour utiliser leur pouvoir, mais en échange d'une contrepartie. Typiquement, tu peux passer un pacte et échanger une partie de ta vie, de ton espérance de vie. T'en as d'autres qui vont échanger des bouts de leur corps, donc bon, c'est un peu glauque quelque part. Mais ce qui a donné naissance, du coup, à la section spéciale anti-démons, les Devil Hunters. Et on va suivre Deji, un jeune homme sans argent qui travaille au début de la série comme Devil Hunter auprès d'un mafieux pour rembourser les dettes de son père. Il chasse des démons avec son chien démon tronçonneuse Pochita, qui est paradoxalement très mignon. et c'est pas du spoil, mais au tout début de la série, au premier épisode, il va se faire trahir par ce mafieux qui va le tuer, mais il va réussir à revenir en fusionnant avec Pochita et il va devenir l'homme tronçonneuse, le Chainsaw Man. Et grâce à ce nouveau pouvoir, Denji va être recruté par le gouvernement pour rejoindre les Devil Hunters et traquer le démon flingue, l'un des démons les plus puissants qui existent, un démon qui aurait tué 1,2 million de personnes dans le monde en seulement 5 minutes il y a 13 ans. L'histoire va mêler de l'action, de l'horreur, de l'humour, et on va revenir aussi avec cet amour du cinéma, typiquement dans l'opening de Chainsaw Man, on va avoir beaucoup de références au cinéma avec des plans trait pour trait identiques qui font allusion à Reservoir Dogs par exemple. C'est vraiment le premier plan avec les personnages qui marchent dans la rue, Massacre à la tronçonneuse, Pulp Fiction, Fight Club. Sarah, après avoir du coup vu cet animé, et il faut savoir aussi que tu avais lu le manga avant, qu'est-ce que tu penses du coup de cette adaptation animée? Alors, j'ai trouvé que c'était une adaptation assez fidèle au manga, avec évidemment quelques épisodes qui sont passés à la trappe, mais c'est normal. Pour garder un côté très dynamique dans l'animé, il a fallu aussi faire des choix. Ouais. Ça, y a pas de souci. Et déjà, ce que j'ai adoré, je suis tombée un petit peu amoureuse de l'opening. Ah, mais moi aussi, même maintenant, tu vois, je le réécoute. Hein. Ouais, grave, que ce soit au niveau graphique ou au niveau de la musique. Kickback. Pardon, la musique s'appelle Kickback. Kickback, oui. Et c'est... Pardon, j'ai pas le nom de l'artiste, mais c'est quelqu'un qui est très connu apparemment. D'accord. Et c'est lui qui a fait le thème song de Final Fantasy XVI. Oh, ok. Et aussi du dernier film de Miyazaki. Donc voilà, c'est un mec qui est très connu, quoi. Ouais, il est vraiment très, très rythmé, très, très dynamique. Et tu trouves pas que ça met direct dans l'ambiance, le côté un peu dingue, un peu délirant Ah, tout à fait, franchement, il est complètement déjanté, le générique. Ouais. Enfin, il est vraiment très déjanté. On présente les personnages, on a déjà les caractères en fait qui ressortent dans ce générique et de ce côté-là c'est plutôt bien fait. Les personnages qui sont dans une salle de cinéma, encore une fois. Oui. C'est quand ils s'assoient là et t'as Power qui mange du popcorn et tout. Ouais, j'adore. Comme d'habitude. Ouais. Oui, non, c'est génial. Et puis aussi le principe d'avoir des endings différents. Oui, ça c'est... Personne fait ça. Hein. En fait, personne ou pas grand monde. Enfin, pas grand monde, oui. En gros, ils essaient de varier quand même les endings en général, d'en mettre par exemple 2 par saison, grand max. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on a un ending différent à chaque fois. Et aussi des artistes assez connus. On retrouve Zutomayo, Maximum the Hormone, Aimé aussi. Ouais. Donc, Maximum the Hormone, c'est Death Note. Aimé, c'est Demon Slayer. Oui. Zutomayo, je l'ai entendu il y a pas longtemps avec Mori Calliope. Enfin voilà. Du coup, on a des artistes quand même assez prestigieux. Clairement. Hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup déjà ces 2 points-là. Au niveau du chara-design, du style de l'auteur qui a été vraiment bien respecté. Ouais. Et enfin, le dynamisme des scènes d'action, bien rythmées et avec les scènes un petit peu plus calmes, qui prennent le temps de poser l'ambiance. Ça, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, t'as des scènes d'ambiance, ouais, tout simplement, où par exemple, t'as Aki qui va fumer une cigarette, il se pose sur son tabouret, tranquille, t'as pas de musique, t'entends juste le bruit ambiant.
Et ouais, il y a pas mal de scènes comme ça qui sont très très réussies, je trouve. Ouais, parce que dans beaucoup d'animés, ça va pas prendre le temps, effectivement. Oui. Ouais, le fait de prendre le temps, je sais pas, je trouve que c'est bien fait, quoi. C'est assez raccord justement à l'ambiance du manga. Il y a ces moments très nerveux, les scènes de combat, et puis tu vas avoir ces moments assez calmes, assez contemplatifs, où tu te demandes même des fois à quoi pensent les personnages. Il n'y a pas tout le temps en fait des bulles où il y a ce qu'ils pensent non-stop. Oui. Tu vas avoir vraiment ces moments de calme en fait. Et j'aime beaucoup en fait le découpage. Ouais. Bah moi effectivement j'ai beaucoup aimé. Pour vous raconter une petite anecdote, une fois que j'ai terminé la série, je suis allé sur l'application Manga Plus et j'ai lu tous les chapitres en une nuit. jusqu'au dernier chapitre qui est sorti, tellement j'avais adoré parce que chaque épisode était imprévisible pour moi. On va en reparler plus en détail dans la partie spoiler, mais chaque épisode je l'attendais vraiment avec ferveur parce que je savais pas ce qui allait se passer. Il y avait ce côté imprévisible, on sait jamais si tel personnage est un peu à l'abri ou pas. Plus de ça, effectivement, la mise en scène, c'est quelque chose qui se retrouve pas forcément dans beaucoup d'animés. Il y a vraiment un détail sur les plans de caméra, comment présenter des personnages, comment raconter une histoire qui vraiment se démarque dans cet animé. Donc vraiment quelque chose qui est rare et que je pense qui mérite d'être vu. Typiquement, on peut revenir peut-être sur certains personnages sans trop en détailler, mais j'adore Power. Je pense que c'est un peu notre chouchou, non ? C'était un peu ma chouchoute aussi, gros coup de cœur. On détaillera un petit peu plus sa personnalité, mais vraiment... Ouais. Parce que du coup, Denji rencontre d'autres personnages, forcément. Il va rencontrer Aki, un personnage très important, Power, Makima, voilà, une autre galerie de personnages qui vont un peu l'aider dans sa mission de tuer des démons. Graphiquement, on peut en parler. Graphiquement, et même en côté de l'animation, je trouvais ça très réussi. Et je crois avoir lu un article qui disait qu'ils avaient essayé de rassembler l'équipe des meilleurs animateurs vraiment sur Chainsaw Man. Pour dire, si tu travailles sur Chainsaw Man, c'est que voilà, tu mérites. En plus de ça, parce qu'on a aussi des scènes d'action très dynamiques. Ça va pas être comme j'en parlais dans le précédent podcast, mais dans Persona 5 The Animation, les scènes de combat étaient expédiées. Bon, tu sens qu'il y avait pas le budget, alors que là vraiment, c'est un peu comme Attack on Titan, c'est qu'il y a une importance qui est mise sur des combats importants. Et donc ouais, c'est toujours appréciable de voir, tu vois, des scènes d'action réussies et rythmées. Et voilà. Une autre chose à dire sur Chainsaw Man ? Oui, justement, il y a ce côté très fluide dans l'animation. Au niveau de la gestuelle, des attitudes corporelles des personnages aussi. Oui, je voulais en parler, mais effectivement, il y a des choses en fait qui se comprennent simplement en regardant des personnages bouger. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Comme je disais, il n'y a pas besoin de longs discours, de longues bulles de pensée ou autre. Ouais. C'est vraiment très très direct et très bien fait. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut pas s'arrêter sur cette partie no spoiler. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder cet animé. Pour moi, c'est sorti en 2022, je crois. Mais c'était mon animé de l'année. Enfin, c'était vraiment une claque quand j'ai découvert ça. Et j'en parlais à un pote. Mais honnêtement, tu vois, parmi les mangas de la décennie, animés de la décennie, pour moi, à part Attack on Titan, il y avait personne d'autre. Et là, je pense que Chainsaw Man, c'est le second prétendant au titre, en tout cas pour ma part, pour dire que ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, fin de la partie no spoil. On va passer à la partie spoiler. Bienvenue en partie spoiler, on va pouvoir parler et s'attarder sur des éléments, des événements qui nous ont marqués, sur lesquels on aimerait revenir. Je pense qu'on peut commencer peut-être par la mort de Pochita, un personnage qu'on aime beaucoup, Sarah. Tout à fait, j'en ai même fait des badges. C'est vrai, Sarah fait des badges, on parlera dans le segment Frito, tu pourras faire un peu ta promo, Sarah. Mais j'ai un badge Pochita du coup. Oui. Tu me l'as donné. Pochita qui est un personnage qu'on ne voit pas, il me semble, dans l'animé. Pochita, on le voit très brièvement. On le voit très peu. On a des flashbacks, forcément, parce qu'il meurt au premier épisode. En sacrifiant, du coup, il donne son cœur à Denji pour qu'il survive. En échange, c'est que Denji, du coup, doit réaliser son rêve, qui n'est pas... on peut revenir, en fait, on peut faire une transition aussi sur, du coup, le caractère du personnage de Denji, qui est un peu je sais pas, c'est pas vraiment un anti-héros, mais c'est pas un héros non plus. Il est particulier comme personnage principal, quoi. Il est assez particulier, en fait. Pochita lui donne comme mission de vivre une vie normale. Ouais. Et tout va partir un petit peu de cette définition de qu'est-ce qui est normal dans cet animé, en fait, dans tous les événements qui vont découler après cette fusion.
Donc voilà, Denji devient le Chainsaw Man. Et là, ça commence. C'est à la fois aussi un adolescent qui a des besoins d'adolescent. Des désirs. Des désirs d'adolescent, tout à fait. Et une envie de vivre une vie pépère. Bah, ça commence déjà quand il intègre la section spéciale. La section spéciale, voilà, du gouvernement. Là, il se rend compte qu'il est habillé d'un costume, qu'il mange à sa faim, qu'il peut un peu faire ce qu'il veut. Déjà. Et tu vois, au début, tu sais, quand tu le vois vraiment galérer, vraiment, il mange quasiment rien. Et en fait, je trouve que ça donne tout de suite de l'empathie pour ce personnage. Et ça que je trouve qu'il réussit, alors que du coup, pourtant, il a des ambitions et des enjeux un peu au ras de la pâquerette, quoi. Vraiment, il veut juste pécho. C'est ça. Je dois avouer qu'au début, quand même, ce côté-là m'a pas mal rebuté. Ouais. C'est dommage parce que j'ai trouvé l'histoire avec Pochita extrêmement émouvante, le passé difficile, etc. Et puis d'un coup, voilà. J'ai 16 ans et voilà. Donc c'était un peu... j'ai dû essayer de surmonter un peu, on va dire, ce premier abord pour essayer de trouver un petit peu plus de profondeur dans l'histoire autour de Denji. Et il s'avère aussi quand même que c'est un personnage un peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais ça va être développé aussi un petit peu plus tard. Au début, c'est vraiment basique, comme tu dis. Ouais. Une de mes scènes préférées de l'animé, je vous le dis, c'est le prix Nobel de Power. Power, à un moment, l'équipe de Denji se retrouve coincée dans une espèce d'hôtel. Ils n'arrivent pas à en sortir. Donc ils sont coincés dans cet hôtel, ils sont bloqués au 8e étage de mémoire. Et Power, qui se fait chier... à un moment, elle leur dit qu'elle veut juste gagner un prix Nobel, qu'elle veut devenir Premier ministre, qu'elle veut gagner le prix Nobel et qu'elle veut mettre aussi... sa première mesure, ce serait de mettre la TVA à 100%, et ça vient de nulle part. Vraiment, c'est un peu what the fuck, mais ça me fait tellement rire parce que encore une fois, c'est ce côté imprévisible, tu vois, de l'auteur et du personnage, ce qui fait que c'est très drôle. Il y a ce ton humoristique qui est toujours pas trop loin de cette série. Toi, ça t'avait fait rire quand t'as découvert cette scène pour la première fois en manga, du coup? Ouais, moi, ça m'a pas mal fait rire, surtout dans le côté où vraiment les personnages de cette série ont tous des ambitions complètement peu banales. Ouais. Je dirais. Donc, entre Denji qui veut juste pécho, comme tu disais, Power qui veut devenir première ministre, on n'est même pas sûr, je veux devenir la reine du monde. Et je veux devenir premier ministre et imposer une TVA à 100%. Mais c'est dans quel monde? De nulle part, tu vois. Du coup, oui, ça m'a fait beaucoup rire quand même. Il y a toujours ce côté très décalé, comme tu dis, très humoristique, qui vient un petit peu détendre un peu. Balancer l'atmosphère qui peut arriver. En fait, tu peux avoir des changements de ton très rapides. Typiquement, après cet épisode où ils réussissent à sortir de l'hôtel, ils font une espèce de party pour célébrer un peu et aussi pour faire en sorte que les deux collègues qui étaient dans la team de Denji, donc Kobeni et l'autre Arai, ils voulaient se casser du coup suite à cet épisode. Donc ils font une espèce de party pour essayer de faire du team building quelque part. C'est ça. Et donc il y a cette scène que j'ai vue, qu'il est impossible de voir venir à votre premier visionnage, je pense, c'est que Denji, du coup, sa récompense pour avoir sauvé sa team de l'hôtel, c'était qu'il avait gagné un baiser avec Himeno, donc la senpai de Daki. Et du coup, elle l'embrasse, mais elle vomit à la fois. Ah, c'est horrible à voir en anime. C'est dégueulasse. Oui, je l'ai lu en manga, mais c'était moins choquant en manga, franchement. De le voir en animé, c'était... De le voir en animé, c'était pire, parce qu'en plus, Denji, il a ce réflexe, comme dit Power, qu'il avale en fait tout ce qu'il ingurgite. En plus. Ah, c'est dégueulasse. Et vraiment, c'est imprévisible. Mais il n'y a rien qui se passe bien pour lui. Enfin, je veux dire, même la récompense de Power, elle se passe pas bien non plus. Enfin, le truc avec les boobs. Au bout d'un moment, il se demande vraiment si ce qu'il veut réellement et ce qui est de l'ordre du fantasme, ça va se rejoindre à un moment donné, en fait. Ouais. Donc Makima, pour ça, est le point central un peu de cette rencontre entre réalité et fantasme. Mais sinon, il n'y a rien qui se passe bien pour lui. C'est vraiment terrible. Pour Denji, au final, tout va porter autour de Makima en termes de récompense, en termes de ce qu'il veut. Ça va être un peu son objectif, quoi. Qui reste aussi du front. Faut le dire. Mais voilà, pour revenir, effectivement, je parlais du côté imprévisible, donc il y a le vomi, effectivement, bon, mais ça reste rigolo, tu vois, enfin rigolo, oui, en quelque sorte. Et la scène d'après, tu as toute la team de Denji, Power, Aki et Himeno qui vont se faire attaquer
pas que, en fait, il y a toute l'unité spéciale qui se font attaquer par des assaillants. Tu vas voir Makima qui se fait tuer dans un train, tu vas voir aussi Arai qui se fait tuer en protégeant Kobeni. Voilà, du coup, t'as aussi le Quatuor, du coup, avec Denji qui se font attaquer. On enchaîne tout de suite sur une scène de fight avec un nouveau démon, le démon samouraï, un mec qui ressemble en termes de design, enfin, il a aussi des lames qui sortent de ses bras, donc c'est un peu similaire au Chainsaw Man au final. Et il y a un gros changement de ton qui est arrivé très rapidement. Mais on peut en fait enchaîner aussi sur la mort d'Himeno. Pareil, c'est un personnage qui avait l'air important, qui est présenté un peu au début de la série et qui part comme ça. Moi, je m'attendais pas. Par exemple, je pensais qu'elle allait partir, je sais pas, dans les épisodes d'après, quoi. C'est ça, en fait, on découvre à la fois en même temps qu'on découvre son démon, on découvre aussi, tu parlais des contreparties, les contreparties très importantes que demandent en fait les démons, l'utilisation des démons. Ouais. Et dès le départ, en fait, Himeno, elle se sacrifie tout entière, en fait, donc pour permettre à son démon d'attaquer le serpent, le démon serpent. Le samouraï. Oui, le samouraï, mais aussi le serpent. Le démon serpent qui l'achève. Himeno sacrifie tout son être pour tuer le démon samouraï. Et en fait, une fois qu'elle sera morte, malheureusement, tu as le démon un serpent qui va manger du coup le démon d'Himeno. C'est ça. Qui, au final, on pourrait se dire que ça aurait servi à rien. C'est un peu tragique aussi dans cette histoire. Mais cette scène, elle était... je me souviens de la musique. Vraiment, la musique, elle était incroyable dans cette scène. Oui. Ça s'appelle Sweet Dreams. Je me suis un peu renseigné. Tu sais que je l'écoute encore sur Spotify parce que tu as une espèce de build-up et de mélancolie. Je sais pas comment dire. L'émotion est assez bien traitée dans cette histoire. Pareil, en termes de scène marquante, au-delà du LOL avec la scène de Power et de son prix Nobel, je dirais que c'est une belle mort, mais pas dans le sens littéral. C'est bien réalisé, quoi. Exactement. Oui, franchement, c'est un moment extrêmement fort. Surtout quand on voit peu après réapparaître le démon fantôme avec l'histoire de la cigarette marquée Dizzy Revenge. Ouais, la première cigarette donnée par Himeno à Ki. J'ai trouvé que c'était un moment aussi très émouvant et qui était une sorte de rappel de cette scène-là et de continuité. Un joli callback, comme on dit. Très belle scène. Quoi d'autre? Suite à ça, on peut aussi rebondir sur le fait que du coup, Denji, quand il voit du coup qu'Himeno est morte, il se pose des questions du coup. Que lui, il ne pleure pas. Alors qu'il a pleuré à la mort de Pochita, il se remet un peu en question, très rapidement, mais il se remet en question, quoi. C'est ça, il se questionne sur son humanité, en fait. Ouais. Il ressent rien, donc, suite à la mort d'Himeno et d'Arai. Il est conscient d'être devenu démoniaque, en fait. Aussi, c'est surtout ça, c'est sa prise de conscience. Il y a quelqu'un qui s'est emparé de mon cœur. Donc, est-ce que ce cœur fonctionne encore correctement, en fait? En tant qu'humain. En tant qu'humain, tout à fait. Mais possédé par un démon. Oui. Donc c'est un peu compliqué aussi. Ouais, parce qu'en fait, on le qualifie c'est pas un humain, c'est pas un démon à la fois, donc c'est une espèce de mix. C'est ça, c'est une espèce de cas spécial, ce qui justement fascine Makima, qui décide de vraiment le manipuler en fait pour c'est pas du spoil, enfin on voit vraiment qu'elle le manipule et d'ailleurs Makima qui n'est pas morte, on sait pas trop pourquoi elle est pas morte, il y a une scène aussi un peu horrifiante où elle va tuer du coup toutes les personnes qui ont attaqué Denji et qui ont attaqué les autres Devil Hunters à distance, en écrasant avec la paume de sa main, vraiment elle les aplatit et littéralement les mecs se font aplatir, c'est dégueulasse. C'est très visuel, hein, c'est... Cette scène est assez dure. C'est vrai que là, on découvre toute l'étendue du pouvoir de Makima. Elle n'a pas seulement un pouvoir de persuasion, mais elle a aussi un pouvoir assez violent. Ouais, tu vois qu'elle est puissante, quoi, à ce moment-là. Exactement. Donc, en gros, elle se rend dans un temple et puis elle sacrifie des prisonniers, en fait, qui sont voués à être exécutés de toute manière. Mais ça n'en reste pas moins, évidemment, horrible. Et vraiment, la scène est glaçante. Le gros plan sur ses mains, en fait, on voit très bien l'animation de la peau, en fait. Elle a été très bien faite. Voilà. Et tu sais qu'il y a au Japon, il y a un café à thème, Chainsaw Man, où ils ont reproduit, tu sais, des plats un peu typiques liés à l'animé. Ah ouais. Pour Makima, ils ont fait un truc avec ce côté où il faut. En fait, tu prends ton aliment, je sais plus ce que c'est exactement, il faut que tu l'écrases. Il faut que tu refasses le même. Je crois que c'est un mochi ou un truc comme ça. Il faut que tu refasses le même mouvement, mais c'est smart. Ok, j'avoue. Mais ouais, c'est pareil, encore une scène marquante. Il y en a pas mal en vrai de scènes marquantes dans cet animé. Ouais. Que dire d'autre on peut dire aussi que
les 12 épisodes vont se concentrer un peu sur cette traque du démon flingue. Et à la fin, on va se terminer sur un combat entre le démon samouraï et Denji qui réussit à le tuer. Ça y est, Aki, ils l'ont immobilisé. Il va se faire interroger par la brigade spéciale des Devil Hunters. Et je sais pas si on peut terminer là-dessus, mais du coup, Denji, il suggère à Aki de défoncer les couilles. Voilà. Du démon samouraï qui est revenu à sa forme humaine. Et le démon samouraï qui est en mode mais non, mais ça va pas la tête. Et Aki, au début, qui est un peu réticent à faire ça. Que bon, c'est pas moral et effectivement, ça n'a pas ramené Himeno à la vie. Mais au final, il y a justement ce callback avec la cigarette sur lequel était écrit Easy Revenge. Easy Revenge. Et en fait, il décide d'écouter son cœur, Sarah. C'est ça. Écoutez, et voilà, il va donner un coup de... littéralement. Tous les deux, ils vont se relayer en fait pour lui taper dans les bijoux de famille. Voilà. Tour à tour. Et c'est vrai que ça fait mal à voir. Enfin, vraiment, moi, j'étais pas bien quand j'ai vu ça. Mais quelque part, du coup, c'est un peu satisfaisant, tu vois, de se dire que Shek, c'est bien mérité pour avoir tué Himeno. Et on se termine là-dessus, aussi sur un plan avec Aki, du coup, qui est dans son appartement avec Power, Denji, qui fume cette cigarette. Oui. Et tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah putain, il y a pas de musique, c'est un peu bizarre. Pourquoi ils font un plan sur Aki qui est en train de chiller? J'ai eu trop peur, je me suis dit il va se passer une dinguerie. Bon, heureusement non. Oui, pareil, c'est vrai que c'est tellement pas commun en fait, ce silence. Enfin, pour moi, c'était, tu vois, le début d'une mauvaise histoire, quoi. Il allait se passer un événement qui allait perturber le... Oui. Bon, bref, je sais pas où j'allais avec ça, mais ouais, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de mauvais pour Aki, mais en fait, tout simplement non. On va juste voir Denji qui va se réveiller très brièvement et qui va rêver à Pochita. Il va se retrouver dans une espèce d'allée. La première allée, du coup, c'est le premier plan aussi de l'animé. On voit Denji dans une espèce de plan à la première personne, dans une espèce d'allée sombre, qui va se retrouver devant une porte avec plein de feuilles collées à la porte. Et il va entendre la voix de Pochita qui va lui dire de ne pas ouvrir la porte. Pourquoi ? On ne le saura pas. Il faudra soit attendre la suite de l'animé, soit lire le manga, où vous aurez une réponse. Et on a enfin une dernière scène avec un teaser de ce qui va se passer après avec un autre personnage qui est introduit, dont on ne voit pas le design, mais on entend sa voix. Voilà. Oui. Et que dire d'autre comme je l'ai dit, moi ça m'a marqué à tel point que j'ai vraiment lu tout le manga d'une traite, quoi. Et je peux vous dire que, sans spoiler bien sûr, là je ne spoilerai pas le manga, rassurez-vous, mais je peux vous dire que la deuxième partie du coup de Chainsaw Man, parce que la partie 1, on va dire, concerne l'arc du démon flingue, la partie 2 concerne autre chose, et cette partie 2, là, elle est lancée, et là, ce qui se passe en ce moment, Sarah, je sais que du coup t'as pas rattrapé là où j'en suis, ça commence vraiment à décoller, et serious shit is happening, quoi. Et c'est toujours aussi qualitatif, quoi. Oui, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, j'ai les 13-14 à lire, donc voilà, ça avance quand même assez vite. Mais déjà, cette première partie d'animé, elle est déjà très bien adaptée. Elle donne envie de voir la suite, personnellement. Ouais. Et vraiment, j'ai hâte de voir justement comment ça va être adapté. Pour l'instant, je suis pas déçue de l'adaptation, donc vraiment... C'est vrai qu'il y a du coup, nous, on sait ce qui va se passer, parce qu'on a lu le manga, mais il y a des choses qui vont être difficiles à adapter. Enfin, ça va demander beaucoup de travail, je pense, pour certaines scènes d'action, certains combats. Exactement. Chapeau, bon courage pour les animateurs. Ça, et puis la retranscription des émotions, etc., qui va être tout aussi challengeante. Donc, Petite info d'ailleurs, malheureusement, apparemment, l'animé n'aurait pas marché autant qu'il le voulait. Ah. Je crois que c'est le boss de Mappa qui a dit ça. Parce que, tu vois, ils ont mis les moyens. Hein. Ils ont mis, il y a des artistes différents pour chaque ending. Il y a une team vraiment de rêve sur cet animé, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, talentueux, qui ont produit cet animé, et apparemment ça n'a pas autant marché que prévu. Mais après, honnêtement, pour moi, tu vois, ça m'étonne pas. Pourquoi ? Parce que du coup, on s'adresse pas à Monsieur Tout le Monde pour Chainsaw Man. Oui, clairement. Enfin, tu vois, Spy Family, à l'inverse, qui a un succès vraiment retentissant. Oui. C'est vraiment n'importe qui peut regarder Spy Family, que ce soit un gamin, que ce soit un jeune adulte, ou même un quarantenaire. Tu vois, je dis de la merde, mais Chainsaw Man, c'est quand même particulier. Et pas t'as ce côté un peu décomplexé où Denji, vraiment, il a des enjeux. Enfin, c'est pas un héros traditionnel. Et surtout, c'est violent aussi. C'est très violent, c'est assez sombre. Enfin, on dépeint pas le meilleur de l'humanité dans Chainsaw Man. Hein. Ouais. Enfin, et ça se mélange justement avec les démons. Enfin, qui est plus démoniaque que les démons, par exemple. Ouais.
c'est assez particulier comme ambiance, donc oui, je peux comprendre que ça... Et tu vois, Chainsaw Man, je conseille pas Chainsaw Man à ma petite cousine ou tu vois ce genre de profil, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que tu recommandes à des enfants, adolescents, je dirais, fin adolescent. Adolescence plutôt, ouais, et encore, c'est vrai que c'est... Enfin voilà, même nous, des fois, il y a des choses qui nous ont mis mal à l'aise, donc vraiment trigger warning sur pas mal de choses. C'est un manga qui est pas facile d'accès, je trouve, quand même. Il y a un côté, oui, très attachant sur certains points, un côté très attrayant sur certains points, mais il faut pas oublier que c'est un manga pour adultes, et qu'il faut qu'il soit traité en tant que tel. Ouais, mais on vous recommande quand même de vous intéresser à Chainsaw Man, l'animé en tout cas, qui est très bien fait. Et si vous avez été convaincu par l'animé, si vous n'avez pas envie d'attendre la deuxième saison, j'espère qu'il y aura une deuxième saison. Ça n'a pas encore été annoncé, mais on espère. Okay. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez lire légalement les chapitres sur l'application de la Shueisha, donc Manga Plus. Ce sera en anglais, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de faire un petit rappel que vous pouvez lire légalement des chapitres, chers amis. Ou alors acheter tout simplement les tomes en français qui sont sortis, qui sont édités par qui, je ne sais pas. Crunchyroll Kazé. Ok, ben très bien. Et voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur Chainsaw Man. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sarah? Bien, pour moi, je pense que c'est bon aussi. Je pense qu'on a brossé un portrait assez juste, selon nous, des personnages et de tout ce qui s'y passe. Ah, parfait, voilà. On va pouvoir passer au Free Talk où justement on va peut-être parler plus en détail d'un autre sujet qui te passionne, hein, on peut le dire, le fanzina. Tout à fait. Bienvenue dans ce segment Free Talk. On va parler aujourd'hui du fanzina, un milieu que tu connais très bien, Sarah. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du mot fanzina? Qu'est-ce que c'est? Alors, le fanzine, à la base, ce sont des petites revues de bande dessinée, de science-fiction, de musique, avant tout rédigées par des amateurs. Okay. Donc, les caractéristiques principales, c'est qu'il n'y a pas de dépôt légal. Donc, c'est vraiment des ouvrages un petit peu en dehors des clous, un peu marginal. On a aussi la notion de do-it-yourself. Donc, ça peut être beaucoup de collage, de découpage, plein de bricoles qu'on fait soi-même. Ouais. Et aussi, en général, on le fait en petit tirage. On l'imprime en petit tirage. Parce que c'est toi qui payes. Voilà, frais, exactement. Ouais. Donc des fois, on essaie de se débrouiller comme on peut. Des fois, on peut faire l'impression soi-même et le faire relier en impression, etc. Ouais. Mais vraiment, c'est la débrouillardise avant tout. On va voir que c'est des choses qui ont pu changer avec le temps. Mais en tout cas, depuis son apparition dans les années 30 et un peu son arrivée en France dans les années 70, c'est vraiment ce qui caractérise le fanzine. Ok, bah du coup, est-ce que tu pourrais, je te connais très bien là maintenant, mais est-ce que tu pourrais, te présenter, c'est quoi ton parcours qui t'a amené un peu dans cet univers? Alors du coup, moi, le fanzine, j'en fais depuis pas mal d'années. Ouais. Je vais parler un petit peu de mon parcours, du coup. Comment j'en suis arrivée là? Ça a commencé il y a longtemps, quand j'ai commencé à gribouiller, période, surtout très sérieusement, période du collège. Ah, déjà? Oui, déjà au collège. Wow. fin CM2, début collège. Et c'est quelque chose qui ravit mon père, qui était peintre, dans sa jeunesse. Okay. Et du coup, il se dit, pourquoi je l'inscrirais pas à un cours de dessin? Donc c'est ce qu'il fait. Je m'inscris à l'atelier Marteneau, qui est un peu centré autour surtout de l'expérimentation, autour de différents matériaux. Ça peut être du pastel, ça peut être du crayon, etc., etc. Bon, okay. Là je commence à découvrir le dessin globalement. Et je rencontre à ce cours de dessin une fille un petit peu plus âgée que moi, peut-être d'1 an, qui s'appelle Julie et qui ramène un jour ses planches de BD. Je me dis, waouh, elle fait ses propres bandes dessinées, c'est absolument génial. Wow. J'admire beaucoup ça. Et on va devenir amis. Elle va me faire découvrir aussi plein de choses autour du monde du manga, auquel que je connaissais déjà. Je commençais mes premières collections à ce moment-là, mais elle m'a fait découvrir beaucoup le monde de l'animé, en fait. Ok. Du coup, on devient amis, et là, je m'inspire un petit peu d'elle, et je commence à essayer de faire mes propres bandes dessinées. Donc voilà, ça c'est période collège. Ensuite viendra le lycée. Ouais. J'ai un petit peu moins le temps de faire de la bande dessinée, mais je continue le dessin.
avec des cours un petit peu plus pointus, d'anatomie, etc. Ah, donc tu prends des cours particuliers C'est des cours en fait en groupe à l'atelier de la Grande Chaumière. Donc au début c'était plus dans mon quartier, dans le 20e. Là on passe à la Grande Chaumière qui est vers Vavin, Montparnasse, tout ça. Donc là, c'est des cours vraiment plus pointus. On est sur de la nature morte à l'acrylique et des cours d'anatomie. Ça a l'air un peu plus sérieux là. Exactement. Et beaucoup plus dur aussi, mais ça me plaît toujours autant. Je suis un peu dans une période un peu flottante. Je fais ces cours de dessin, je bricole des choses à côté, rien de très concret. Puis vient l'université, où là, ça va changer énormément de choses. Déjà, je vais participer à un cours de bande dessinée. Qui est animé par un professeur du nom de Jean-Louis Chazela. D'accord. Et dans ce cours de bande dessinée, j'apprends qu'il y a un fanzine qui a été créé en fait à l'issue de ce cours de bande dessinée qui s'appelle Amalgame. Okay. Du coup, je vais m'y intéresser, je vais commencer à vraiment me poser des questions sur le support où j'aimerais bien continuer à dessiner en fait et pas seulement juste remplir des croquis, des carnets de croquis nus. Ça commence à m'intéresser. J'y fais encore une autre rencontre providentielle, celle de Mademoiselle Ai, qui va donc parallèlement me faire découvrir un peu plus le milieu des conventions manga et animés. Voilà. Donc, elle va aussi... ça va être déjà le coup de cœur aussi pour son travail. Et elle apprécie également mon travail. Et elle me dit à ce moment-là qu'elle fait partie d'un ou deux fanzines. Je sais plus exactement à l'époque. Il y avait Matt Ferris déjà et Litchi. Et du coup, elle me propose assez vite d'y participer. Donc, il y a Amalgame, il y a Litchi. Donc, je commence à avoir petit à petit pas mal de choses à faire. Je fais des petits one-shots, des bandes dessinées assez courtes. Et pour Litchi, ça va être un petit peu différent. On va avoir un petit peu plus de liberté. On va créer des revues vraiment hybrides, donc des fanzines très hybrides, avec à la fois de l'illustration, de la bande dessinée, des textes un peu sur des sujets qui nous intéressent et des thèmes. Des articles au final. Tout à fait, des articles. Exactement. Il va y avoir vraiment de tout parce qu'il y a des filles aussi dans le groupe qui ne dessinent pas forcément, où c'est pas forcément l'activité principale, par exemple. Et elles vont du coup créer des articles, des synthèses sur des séries qu'elles ont bien aimées, par exemple. Plein de choses comme ça, qu'elles vont illustrer avec des photos, ça. Du coup, voilà, commence alors pour moi une période où je vais commencer à faire les conventions manga en tant qu'exposante et plus seulement en tant que visiteuse. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu te souviens de ton sentiment à ta première convention ? Oui, en fait, surtout par rapport à ça, par rapport aux stands amateurs, parce qu'il y avait les stands pro, génial, on claque la thune, tout va bien. Mais je me rappelle avoir eu une émotion particulière quand je suis passée dans les stands amateurs où il y avait des filles qui dessinaient et on pouvait les regarder un petit peu dessiner et c'était incroyable. Elles étaient en train de faire des dédicaces et moi j'étais scotchée. Je me disais elles arrivent à faire des illustrations super vite, super bien. J'avais commencé déjà à feuilleter des fanzines. Enfin, vraiment, ça m'avait fait très forte impression. Donc voilà, ça c'était le côté très chouette. Non mais ça, je pense que ça doit être ouf aussi de se dire, tu sais, tu vends ta propre création. Je pense que il y a un côté très satisfaisant aussi. Au début, ça fait grave du bien, surtout comme je disais au début, je savais pas trop où aller en fait, avec ce que je savais faire en dessin. Et du coup, ça m'a permis de trouver un but, en quelque sorte, un objectif. Donc non seulement il y avait des deadlines qui correspondaient aux dates. Déjà. Finale. Tu te disais qu'en juillet, par exemple, juillet-août, c'était la Japan Expo. Il fallait qu'en juin, t'aies bouclé ta petite bande dessinée, tes articles, etc. Parce que quand tu soumets ton dossier, par exemple, imagine, tu te dis, je vais participer à la Japan Expo, c'est combien de temps avant l'événement ? Alors ça, c'est encore autre chose. Donc ça, je parlais des deadlines, on va dire, pour toi, en fait, pour ses propres publications par rapport au temps d'impression. Pour envoyer son dossier, en fait, à une convention, c'est plusieurs mois à l'avance. Donc il faut se renseigner, en fait. Des fois, c'est dispo directement sur les sites où il y a un petit onglet exposant, devenir exposant. D'accord. On prépare un dossier, donc ça peut être un dossier soit avec du papier administratif, carte d'identité, etc. Pour bien vérifier que tu es majeur, voilà. Bon, il y a de plus en plus de contraintes avec les années. Bon, c'est comme ça, on s'y adapte. Et de temps en temps, en fait, il y aura aussi un portfolio à présenter. Donc un portfolio avec ce que tu vas présenter sur ton stand
sur votre stand en tant que collectif. Et ça leur servira déjà à faire une première sélection. Ça peut paraître un petit peu dur, mais en fait, des fois, ils reçoivent des tonnes de dossiers de candidature et ils peuvent évidemment pas répondre à tout le monde. Donc, des fois, il y a une sélection. Je pense que c'est normal de filtrer. Enfin, tu peux pas accepter tout le monde non plus. Pas exactement, en fait. Et puis, des fois, il peut y avoir des personnes avec des contenus moins appropriés. Oui. Donc, en fait, c'est bien de vérifier aussi en amont si les personnes vraiment publient des travaux qui restent dans un certain cadre pour un certain public. Mais ma question sous-jacente, c'était plutôt, est-ce que du coup, par exemple, quand tu envoies ton dossier à une convention que tu veux faire, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas vendre ou t'es pas sûr et du coup ça te donne une espèce de boost où tu te dis mais il faut que je fasse quelque chose pour cette convention parce que ça y est, c'est envoyé, je vais participer? Alors des fois ça va être un mélange des deux en fait, surtout dans certains dossiers on est invité à ne pas hésiter à mettre des croquis par exemple de concepts qu'on aimerait bien faire pour cette prochaine convention, mais des fois c'est un peu la surprise, tu peux avoir de nouvelles idées entre deux, mais tu mets un petit peu, tu mets ce que tu peux en tout cas, des choses en stock que tu as déjà et des choses que tu serais susceptible de produire, soit sous forme de vraiment de texte, de résumé, ou au moins de croquis. Donc voilà. Ok. Tu m'as appris des trucs. Là, c'est vraiment un truc de rencontre. J'ai l'impression. Parce que tu as rencontré du coup ton amie Julie. Ouais, déjà Julie et ensuite Mademoiselle Aïe. La vraie Julie ou la fausse Julie? Julie 1 ou Julie 2? Julie 1, la vraie. Ça sera gardé au montage, Julie. Non, c'est marrant. Ça sera gardé au montage. Dédicace à une de nos amies communes, qui est donc Julie 2. Bref. Du coup, alors oui, évidemment, c'est plein de rencontres et c'est ça qui est justement hyper passionnant, c'est ces personnes qui te donnent envie d'avancer en fait. Vraiment, de t'approprier le sujet, de trouver ton propre style, etc. Mais qui sont là en fait, qui sont une sorte de levier de motivation. Et même sans le vouloir, ces personnes-là, je pense, elles se reconnaîtront évidemment, mais elles ont peut-être pas mesuré l'impact qu'elles ont eu sur moi et cette avancée dans le monde du fanzine. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un collectif. Aujourd'hui, voilà. Donc, le nom de mon collectif, c'est Bud Paradise. La couleur est annoncée. Ouais. Nous avons un joli logo en forme de pêche. C'est vrai, ça. Du coup, voilà. On est 5 actuellement. Et on essaie de faire un maximum de conventions aussi par an. On en fait 3 ou 4, avec des fois les plus connus, Japan Expo ou autres. Et je pense aussi à d'anciennes conventions aussi qu'on a fait il y a longtemps avec Litchi. Il y avait l'Epitanime, par exemple. Ah, je connais. Bah oui, voilà, l'Epita qui se passait à l'école Epita, justement. Mais c'est plus d'actualité, du coup? Ils sont encore en vie? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'avec le Covid, il y avait eu je ne suis pas sûre qu'ils soient encore actifs. Mais ça me parle, je me souviens avoir vu des affiches. Oui, tout à fait. Il y avait des affiches. J'avais même une fois proposé une affiche, mais j'avais pas été retenue. Ah. C'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive au meilleur, c'est ce qu'on dit. Exactement. Il n'y a pas de souci. Ou alors, sinon, il y avait un festival, je crois, qui n'a pas duré très très longtemps, qui s'appelait le Taifu Fest. Il y avait une maison d'édition qui s'appelait Taifu et ils avaient décidé de monter leur propre festival. Ouais. Et on va pas se mentir, j'y suis allée qu'une seule fois. C'était légèrement éclaté. Pourquoi c'était éclaté? Je sais plus. En fait, j'ai plus beaucoup de souvenirs. En termes d'orgas, en termes d'ambiance, de tout, ouais. On s'était dit, je me rappelle, on avait été avec un pote et on s'était dit qu'on n'y retournerait plus, je crois. Et c'était non. Donc en fait, on allait souvent à l'Epitanime et Japan Expo, évidemment. Donc là, par exemple, j'ai aussi découvert en tant qu'exposante d'autres conventions vraiment sympathiques, comme Animasia à Bordeaux. Là, j'ai fait début septembre Harajuku à Paris-Bercy. Ça, c'était vraiment chouette. On a eu de la chance, il faisait beau parce que c'est en plein air. Et vraiment très bonne ambiance, hyper pipou. Donc ça, c'était cool. Trop bien. En plus, il y avait des problèmes le jour même avec la ligne 14. Ah oui, c'est cata. Oui, il y avait toutes les conditions pour faire que ça allait être compliqué, quoi. C'est ça, avec la valise, évidemment, parce que, oui, il faut savoir,
Voilà, c'est toute une organisation en fait en convention. Une fois que tu as décroché ton dossier, enfin ta place en stand, c'est bien. Maintenant quoi? Donc maintenant il va falloir déjà créer du contenu, mettre en page ton fanzine, le faire imprimer. Maintenant, moi qui fais beaucoup de goodies, je prévois aussi du temps en avance pour la production en fait de ces goodies. Donc c'est en général un mois et demi, ça dépend où c'est situé, mais c'est vraiment toute une organisation de l'anticipation et ensuite tu prépares ta valise, tu te dis il faut pas non plus trop que je me charge, donc il y a des personnes qui ramènent maintenant des roll-up, des décorations incroyables pour leur oui, parce que en fait en stand. plus des produits au final que vous vendez, il y a forcément une espèce d'habillage du stand. C'est ça, exactement. Alors nous ça va, on essaie de se débrouiller pour avoir des trucs qui prennent pas trop de place mais qui fassent que le stand il soit joli quand même, avec une petite banderole, une bannière avec notre logo. On a des nappes aussi avec des couleurs qui rappellent notre logo, des petits éléments sur la table, des petites pêches en plastique justement. C'est charmant. Et est-ce que vous avez des cartes de visite pour les gens qui ont Est-ce que vous mettez en avant, par exemple, vos réseaux sociaux, genre Oui, du coup, c'est hyper important de penser à ça aussi. De plus en plus, en fait, on fait prendre plutôt en photo nos réseaux sociaux pour éviter d'imprimer beaucoup de cartes de visite et qu'elles finissent à la poubelle, en fait. Oui, c'est voilà, vrai. Du coup, en fait, les gens... C'est pas bête, j'y ai pas pensé. Bah ouais, en plus, des fois, on échange par exemple, les Insta, et ça se fait directement, en fait. Oui. Direct ton petit abonnement, et puis c'est pas mal aussi. Donc, il y a plusieurs écoles, et pour l'instant, j'ai quelques cartes de visite à écouler, mais dans quelques temps, je vais passer au QR code ou quelque chose de beaucoup moins polluant, en fait. Donc voilà, il y a aussi ces choses-là auxquelles il faut penser. Ça me paraît smart, hein, tout à fait. Et voilà. On reste dans l'actualité. Tu vas faire 2 conventions prochainement? Oui, tout à fait. Donc la prochaine, c'est le week-end prochain à Orléans pour la Japan Expo Centre. C'est la première fois que je vais le faire, mais j'ai deux des membres de notre collectif qui l'ont fait l'année dernière et qui ont trouvé ça très chouette. Donc j'ai hâte de découvrir. Tu sais que j'imagine que ce sera moins gargantuesque que Japan Expo Paris. Oui, tout à fait. Et c'est un peu du même acabit. C'est un peu du même acabit, ça reste Japan Expo, mais c'est organisé de manière un petit peu plus à taille humaine. Ok. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose avec la Japan Expo qui est des fois un petit peu compliqué. Il y a énormément de monde. Ouais. Donc nous, on est un petit peu protégés derrière nos stands, mais dès qu'on doit se déplacer, c'est vrai que c'est un peu voilà. Après, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a plein de monde avec qui parler. C'est 4 jours de folie en fait, la Japan Expo quand t'es exposant ou exposante. Ouais. Mais vraiment, là, j'ai hâte de découvrir quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus cool, on va dire, un peu moins stressant. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et après, il y aura la Yaoi-Con du 4 au 5 novembre. Il se passera à Montreuil cette année. Donc, c'est ma 2e édition. Et j'apprécie déjà le côté espace safe LGBT et l'ambiance aussi. Et le personnel. Il y avait du monde du coup à la première édition. Comment ça s'est passé? À ma première, en tout cas celle à laquelle j'ai participé, il y avait quand même pas mal de monde. Ouais, c'était vraiment sympa. Plein de rencontres vraiment chouettes. Toujours beaucoup de gens avec qui parler. Une ambiance très très bienveillante. Donc voilà, c'est assez chouette. On va stylé. J'ai trop hâte. Et par rapport du coup à tes débuts dans le fanzina. J'imagine que tu as constaté une évolution du fanzina en 2007 maintenant au fanzina en 2023. J'imagine qu'il y a de gros changements. En fait, ce sont vraiment des considérations personnelles et des observations. Donc peut-être que je peux me tromper. J'ai pas de statistiques exactes pour appuyer ces impressions-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a une présence de plus en plus importante des goodies. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait il y avait quasiment que du fanzine, quelques goodies type marque-page, choses un peu faites maison. Avec le développement des plateformes type Zap Creative, Vograce, etc., qui donnent l'accès plus facilement à la création de goodies, on en a de plus en plus sur les stands.
Ok. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et aussi, en plus du fanzine, on a d'autres supports livres qui sont apparus, comme par exemple les mini-artbooks, les sketchbooks. En fait, il y a eu aussi une sorte de professionnalisation, entre guillemets, ça reste du fanzine, mais des supports. Donc on a des supports beaucoup plus soignés, avec du très beau papier, des impressions très propres. Évidemment, l'assistance digitale par rapport à la mise en page qui est là, enfin qui se sent. Mais voilà, ça évolue de cette façon-là, en tout cas pour la partie manga et anime. Je sais que dans d'autres domaines, comme la musique, la science-fiction ou autre, il y a toujours ce côté do it yourself, mais aussi, encore une fois, un soin apporté à l'impression. Ouais. Et ce sont des tendances qui restent à vérifier, mais en tout cas qu'on a remarqué en parlant entre nous depuis quelques années dans des conventions. Et du coup, ça veut dire que le fanzina, à la base, c'était effectivement que je vais vulgariser ça en des magazines faits par des amateurs. C'est ça, tout à fait. Et maintenant, tu inclus dedans, par exemple, je sais pas, la vente de porte-clés, la vente d'artbooks, d'illustrations que tu as fait. C'est vraiment très vaste. Ouais, voilà, exactement. Enfin, c'est pour ça que je parle de collectif plutôt de fanzine. C'est vrai qu'avant, on parlait plus de cercle de fanzine, de fanzine proprement parlé. Maintenant, je parle plus d'un collectif parce que chacune, en fait, a un peu sa spécialité. Il y a encore du fanzine, il y a encore deux de nos membres qui font beaucoup de fanzine. Et les 3 autres, on est plus axés sur le goodies. Par contre, il y a quand même cette envie, malgré tout, de revenir au fanzine. Et là, c'est un point, c'est peut-être en 2024, pourquoi pas, le retour au fanzine. Incroyable. Annonce exclusive sur Kotatsu. Merci Sarah. Trop bien en vrai. Mais tu sais quoi, je te l'ai déjà dit, mais moi tu m'as inspiré. Enfin, c'est vrai que parler de créer des choses, moi j'adore créer des choses aussi, et j'ai eu une espèce de blocage créatif avec le travail en fait. C'est quand tu vas au travail, tu rentres chez toi, il est 20h, le temps de préparer à manger et machin, et en fait t'as juste une envie, c'est de te reposer. Et c'est vrai que je suis admiratif de ta motivation à illustrer, à sortir des projets, sortir des goodies, parce que ça prend du temps. Et c'est vrai que j'ai du mal moi-même à trouver ce temps. Et souvent, c'est une question de motivation. Faut pas exactement. Ouais. C'est bien que tu en parles. Ouais, exactement. Parce que voilà, avoir le fanzina à côté d'une activité en fait à plein temps, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est quelque chose qu'il faut essayer de gérer. Et comme tu dis, vraiment la motivation, c'est 80% de l'ingrédient en vrai, parce que quand il y a la fatigue. Évidemment, de ta journée, même si on a les fesses posées sur un fauteuil devant un PC, en vrai, ça cogite un petit peu plus en haut, quoi. Du coup, ça fatigue, tu reviens chez toi. C'est vrai ça dépend de ta routine, mais par exemple, faire à manger, ça me permet de me détendre un peu, de déconnecter avec le taf. Tu manges. Et puis après, tu finis ton film et tu vas te coucher, quoi. Et du coup, des fois, c'est un peu difficile de trouver la motivation pour se dire, allez, bon, je viens de finir, il est 9h30. Allez, je vais en faire 1 heure ou 2. C'est pas grand chose. Quand même, hein. Mais au moins, je peux avancer un peu sur la colo de tel ou tel goodies ou alors sur un ancrage. Donc c'est vrai que faire du goodies, ça m'a un peu permis de faire une pause dans les projets fanzine qui sont beaucoup plus chronophages et de remplir un petit peu plus vite mes objectifs, en tout cas. Parce que du coup, effectivement, si tu fais une goodies, au final, je vais vulgariser ça encore une fois, mais imagine, je veux faire des porte-clés, tu fais un design ou 2-3 designs, ce qui équivaut à 3 illustrations, quoi. Oui. Et après, t'as fini, quoi. C'est pas une BD où tu dois faire tes pages et, enfin, voilà. Des fois, même penser à la suite, etc. Enfin, ça dépend de tes types d'histoires, mais oui. Donc c'est vraiment la nature du projet créatif qui va faire en sorte que, ça va prendre plus ou moins de temps. C'est ça. C'est pas bête, parce que tu viens de m'aspiré. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Des goodies. Non, mais c'est chouette. Il y en a certains qui me prennent pas mal de temps, faut le savoir. Hein. Oui. Je dis ça, c'est plus rapide que le fanzine, mais c'est quand même. Là, j'ai passé du temps à designer des porte-clés shakers. C'est l'illustration principale qui doit être pensée pour que tes petits shakers au centre ils soient bien placés. Et ensuite, tu dois penser au design des shakers. Donc en fait, au final, ça te fait une douzaine de petites illustrations les unes à côté des autres. T'as ce côté brillant, non, c'est ça? T'avais testé un truc, non, pas forcément pour celui-là. D'accord. Mais par contre, si pour les stickers, j'aime bien les habillages, j'aime bien un peu ce qui scintille. Complètement par accord avec mon style, mais c'est pas grave. Mon style vestimentaire.
Bref. Donc voilà. Mais oui, j'aime beaucoup les badges avec un petit effet Tari. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Holographique, voilà. Et holographique, c'est ça. Ouais, trop bien. Donc ça, c'est cool. On parlait de motivation. Est-ce que le fait de faire partie d'un collectif, on va dire, t'encourage à être productive? Ouais, est-ce que tu sais que si t'étais toute seule, est-ce que ce serait pareil, tu vois? En fait, je pense pas que ce serait pareil. Vraiment, il y a quelque chose qui fait qu'on se motive entre nous. Et quand tu es tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, avant de rentrer dans le monde du fanzine, je savais pas vraiment où j'allais, en fait. Enfin, je savais dessiner, c'était cool, mais maintenant quoi? Et du coup, d'avoir trouvé un collectif, des personnes qui t'inspirent déjà, et en plus de plus en plus de personnes qui t'entourent et qui font la même chose, en fait, ça, c'est vraiment hyper motivant. Même si on a chacune nos particularités, nos domaines préférés, en fait, on essaie de se booster. Il y a pas très longtemps, par exemple, on s'est fait une visio sur Discord où chacune dessinait, et puis voilà, c'est des petits moments où on essaie de se booster, justement le soir, quoi, là où c'est un petit peu plus difficile, en fait, de se motiver. Et c'était cool, quoi. Du coup, voilà. Ouais. Est-ce que du coup, t'as rencontré d'autres artistes avec lesquels tu as encore des contacts? Imagine, t'es dans une convention, tu fais un peu le tour des stands. Il y a une artiste qui a l'air stylée, tu vas la voir, tu pars, ça se passe bien. Est-ce que t'as fait des rencontres un peu comme ça en dehors de? Alors moi, du coup, je suis un petit peu timide en vrai. Du coup, en fait, c'est un peu compliqué. J'ai repéré effectivement des artistes que j'adore. Je vais citer Juliette Cousin, Sue and the Boys, Cédéto. Et c'est des personnes. Tu connais aussi? Bah oui, Cédéto. Oh là là, j'adore. Ok. Qui m'a fait connaître Maury Calliope. Mais ouais. Tu sais que cet artiste a récemment fait une couverture pour. Ça va me revenir. Un livre de Third Edition. C'est. Tout à fait. C'est. Undertale, exactement. Écrit par du coup son compagnon. Mais non, si. C'est incroyable. Je savais pas que c'était son compagnon. Mais bon là j'ai acheté trop de livres donc je m'en tiens, mais je vais sûrement l'acheter. Et effectivement, elle est très stylée. Ça respecte très bien l'univers, la direction artistique d'Undertale. Oui. Donc bravo à ces artistes, bravo à toi, c'est des tout. Très bon travail. Du coup voilà, c'est des artistes que j'admire beaucoup. Je reviens régulièrement les voir, je leur achète des goodies, mais j'en suis pas au stade du copinage, pas du tout. Ok. Tant pis. Après, c'est vrai que encore plus si t'es tout seul, ce serait dur d'aller voir les gens et se faire bonjour, j'aime bien ton travail. Tu veux être mon ami? Ouais. C'est bizarre. Non. Ok. Ne faites pas ça. Oui, ne faites pas ça. Ah mais tiens, en parlant de ça, tu m'avais raconté, je sais plus quand, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, des rencontres que tu as faites qui peuvent être un peu inédites quand tu fais une convention, comme Japan Expo. Des rencontres inédites. Oui, alors c'est vrai que en convention, en fait, il se passe plein de choses et il y a donc plein de monde qui passe devant nos stands. Et sans décrire forcément plus en détail ces cas particuliers, il y a effectivement des gens qui ont des demandes des fois un peu relou, quoi. Un peu, vraiment un peu particulières, pas toujours très adaptées. Bon, après ça dépend de l'artiste, hein. Nous on est cash, hein. Quand on veut pas faire, on ne fait pas, en fait. Il y a pas de problème là-dessus. Ça peut arriver, quoi. Mais ça peut arriver effectivement que il y a des demandes un peu reloues. La drague relou, ça peut arriver aussi. Il y a des choses pas folles qui se passent, mais bon. On essaye de sensibiliser là-dessus, de sensibiliser les équipes et les conventions en fait à ce problème-là. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est juste exposer tranquillement, parler sereinement avec les gens. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais mais quand ça arrive, que ce soit notifié et signalé, quoi. Donc, voilà. Ouais, clairement. Parce que du coup, quand tu es exposante dans une convention, concrètement, tu restes assise toute la journée? Quasiment. Après, nous, on s'autorise quand même des pauses. Ouais. On se confie la caisse de l'autre et puis la liste d'articles et on s'autorise quand même de temps en temps à aller faire un tour, à aller voir ce que font les autres. Plus ça va et plus on fait un tour uniquement côté fanzine, en fait, on est de moins intéressé par tout ce qui est pro, sauf si vraiment il y a une envie d'acheter un manga chez un éditeur ou une figurine ou autre, mais on va faire bénéficier de nos gains chez les copines. C'est bien. En gros, donc entre petits artistes, en fait, on soutient beaucoup. Donc, et ça permet de faire des pauses. Voilà, pour revenir au sujet. Ok. Et imagine, tu participes à une convention, donc tu as déposé ton dossier. Combien ça coûte en moyenne un stand?
Ah, ça va être assez variable. Bah, par exemple, je prends le plus cher. Enfin, peut-être ce qui pourrait être le plus cher, la Japan Expo. On est dans les 300, plus de 350 € pour un stand, un grand stand. Sur les 4 jours ? Oui. Ok. Sur les 4 jours. Ça, c'était à l'époque où ils faisaient des grands stands. Là, ils ont baissé les tailles. Okay. Donc du coup, on n'a plus le droit qu'à une table. En fait, avant, on avait 2 tables collées vu qu'on était nombreuses. Maintenant, c'est plus qu'une seule table. Et ça doit être plus de 250 €. Ok. Si je me trompe pas. Voilà. Et une convention peut-être plus... Plus modeste, ça va être dans un petit peu moins de 200 €. Ah, quand même. Mais oui, c'est quand même assez coûteux. En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le prix du stand, non seulement, les prix de production, en fait, de tout ce qui est fanzine, goodies, etc. Parce que on avance les coûts. Est-ce que tu arrives à faire de la marge, du coup, d'un bénéfice avec tout ça? Ah oui, du coup, oui, on essaie de vendre en fait, avec bénéfice. Évidemment. Comme ça permet aussi de réinvestir dans les futures impressions. Donc ça, c'est à ça que sert l'argent qu'on gagne, c'est à réinvestir. Donc dans les prix des stands, dans les billets de train aussi. Faut pas oublier, si on fait des, si on fait des conventions, pas sur Paris ou pas dans les endroits où on habite. Et les hôtels aussi. Les transports, quoi. Les hôtels, ça peut arriver aussi. À Animasia, à Bordeaux, on a dû louer un hôtel. Du coup, oui, voilà, c'est un peu... j'ai pas pensé à ça. Mais oui, il y a ça aussi, et ça compte. Parce que du coup, imagine, là, tu vas aller à Bordeaux, ça veut dire que tu vas... Non, c'est Orléans. Orléans, oui. Orléans. Du coup, est-ce que t'as un hôtel de... Donc, on s'est divisé les prix du stand pour rembourser la personne qui avance. Et en plus, il y a le TER. Là, ça va encore. C'est proche Paris. C'est pas donné, mais ça passe encore. Mais effectivement, un billet pour Bordeaux, c'est... Et ce qui fait que du coup, quand t'arrives en exposant dans une convention, en fait, t'as quand même avancé pas mal de frais déjà avant le jour J, quoi. Exactement. Mais justement, c'est ça qui est bien, comme je fais du fanzine depuis longtemps, j'ai toujours mes petits fonds de caisse, mes bénéfices qui me permettent justement d'être un petit peu plus sereine dans l'avance de ces frais-là. Et l'objectif, c'est quand même d'être rentable sur une convention en général. Mais bon, ça a déjà arrivé que ce soit pas le cas. Ça a été un petit peu dur, mais tant pis. C'est la vie. Et du coup, tu sais, quand tu payes, c'est forcément liquide. Par exemple, quelqu'un achète un de tes produits, ça va être seulement du paiement liquide, ou parce qu'il y a un paiement par carte, il faut une machine. Ouais, et justement, on s'est équipé d'une SumUp, donc ça c'est cool. Okay. Quand on a une bonne connexion, parce que c'est pas évident, elle dépend beaucoup d'une connexion Wi-Fi, Bluetooth. Donc voilà, c'est des fois un petit peu compliqué, mais quand la machine fonctionne bien, on fait pas mal de cartes. On a quand même un minimum de 5 € pour les frais, parce qu'il faut savoir que la SumUp, c'est comme un terminal en fait classique, il y a des frais. Ouais. Ah ok. Oui, tout à fait. On accepte aussi les chèques, et on accepte le liquide évidemment. Les chèques. On conseille les chèques. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui les acceptent, mais nous on essaie de partir sur une base de confiance. Oui. Après, je t'avouerai que ça fait quelques années quand même que j'en ai pas vu, donc voilà, on veut pas se mentir. Il n'y a pas trop de chèques, voilà. Donc on encourage les gens à prendre du liquide parce que c'est quand même un peu plus simple à gérer pour nous, et il n'y a pas de frais. Du coup, et si jamais il n'y a pas possibilité, carte à partir de 5 €, et puis aussi ça fait qu'on génère quand même des ventes, un petit peu plus de ventes que quand on ferme la possibilité d'avoir un terminal. Mais voilà, Je vais un peu changer de sujet, revenir sur le fait que, tu sais, quand t'es exposant, t'es un peu assise à ta place pendant toute la durée de la convention, ce qui fait que tu ne profites pas forcément de la convention. Enfin, tu t'accordes quelques pauses pour visiter très rapidement, mais ça veut dire que, imagine, t'as un événement, j'en sais rien, à 11h, tu vas peut-être pas pouvoir y aller, non? En fait, j'avoue que de moins en moins, en fait, je regarde le programme en fait d'une convention en règle générale. Je sais pas si c'est bien ou pas, je m'en fiche, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je me focus vraiment sur ce que je dois produire pour le jour J. D'accord. Ce que je dois avoir dans ma valise. Bref, voilà, je me concentre sur tous ces sujets-là, et du coup, je vais en convention vraiment en tant qu'exposante. Du coup, j'y vais pour rencontrer des gens, pour parler avec eux, pour vendre aussi mes marchandises, mais je les aborde, je les vois autrement maintenant, les conventions. Ouais. Et parce que du coup,
Comment tu fais pour t'occuper toute la journée? Je gribouille. Et pendant 8 heures. Soit je parle avec les gens, soit je prépare en fait mes futurs projets. Je fais beaucoup de croquis, par exemple. Dès que j'ai des idées, je me dis tiens, là c'est l'occasion de les conceptualiser à travers un croquis. Et voilà. Écoute, je dessine beaucoup, je papote beaucoup aussi. C'est ça qui peut faire peur. Imagine, t'arrives en exposant, imagine t'es tout seul. Bon, tu vas dessiner dans ton coin, mais du coup, c'est pendant longtemps, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est fun d'y aller en groupe, d'aller au moins avec une personne. C'est de pouvoir papoter, passer un peu le temps. Et puis de toute façon, après, les gens sont, pareil, les visiteurs ou visiteuses sont attirés aussi par ce que tu as sur ton stand. Donc, c'est l'occasion d'échanger avec elles et eux. Donc, du coup, voilà, on s'ennuie rarement quand même. Okay. De temps en temps, ça peut être un petit peu long, mais vraiment, ça va. Ok. Et peut-être pour conclure, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme outil pour entrer dans ce milieu, quoi? Beaucoup de motivation. 80%, comme tu le disais. 80%, voilà. Essayer de réseauter pour essayer de trouver des gens pour t'accompagner en fait dans cette aventure, parce que c'est quand même un petit peu plus fun à vivre en groupe. Alors maintenant, juste petite parenthèse, tu peux trouver sur des groupes Facebook ou autres des personnes qui appellent à partager les stands. Donc okay. Ça peut être un moyen aussi, même si tu connais personne encore dans le milieu, de pouvoir trouver quelqu'un et te dire voilà, on partage les frais en plus, donc ça c'est cool, et on partage aussi le stand, l'espace pour exposer. Donc, je disais, beaucoup de motivation, réseau, et puis surtout des idées, quoi. Enfin, vraiment, trouver des concepts, des histoires, enfin, faire marcher l'imagination, en fait, tout simplement, et essayer de la concrétiser du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'essentiel. Tu m'as motivé. Hein. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux, mais je vais essayer de. Je sais pas. Je vais essayer de le faire. Pas pour cette année. Ouais, après ça dépend. Ça dépend quand sortent les dossiers. Encore une fois. Voilà. Il faut être prêt quand les dossiers sortent, en fait, les dossiers de candidature. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien commencer par une petite convention, tu vois, pas par du gros Japan Expo machin, et je me sentirais pas trop légitime, mais ouais, peut-être une petite convention. Et est-ce que t'as une... Comment tu fais pour trouver à quelle convention, enfin, quelles sont les conventions qui sont en ce moment? Est-ce qu'il y a un site qui recensie toutes les conventions qu'il y a en ce moment? Alors j'avoue, j'ai un petit peu honte de le dire, mais c'est pas toujours moi qui m'occupe. Je peux m'occuper de constituer les dossiers, mais en général c'est plus une amie ou deux qui vont être beaucoup plus proactives en fait dans cette recherche. Il y a une recherche à faire quand même. Il y a de la recherche, oui. En fait, en gros, il y a des sites, je pense, qui recensent toutes les conventions en fait qui existent en France et aux abords aussi, parce qu'il y en a aussi des sympas en Belgique ou dans d'autres régions, dans d'autres pays proches Europe, proches de chez nous. Et après, c'est la deuxième étape de recherche, c'est voir un petit peu si sur leur site ils proposent des dossiers. Sinon, c'est d'envoyer un contact aussi. Des fois, il va y avoir des mails ou autres, et à ce moment-là, il faut envoyer un mail pour se renseigner sur la sortie du dossier de candidature, s'inscrire à une mailing list, etc. Donc il faut être proactif de ce côté-là, oui. Ok. Ça, c'est sûr. Ça demande quand même du travail, de l'organisation. Exactement. Et de la motivation, comme tu le dis. Du temps au final aussi. Ouais. Soyons honnêtes. On en revient à ce point. Tout à fait. Ouais. Écoute, merci Sarah, merci pour ces informations, c'était très intéressant, très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Bon, je m'ai fait un peu à ce segment de Free Talk. Ça va, ça a été, c'est pas trop. Oui, très bien. Non mais très bien. Merci à toi aussi de m'avoir invité. C'était vraiment, vraiment un chouette moment. Donc voilà, écoute, c'était bien cool et à refaire. Tu viens quand tu veux, Sarah. Et très important, c'est quoi tes réseaux? Mes réseaux. Alors, mon pseudo en général, c'est Chatiel, Chatiel 777 ou Chatiel Art sur Instagram. Donc Chatiel, pareil, ART juste après. Tu postes du coup toutes tes créas. Est-ce que tu as posté récemment tes prochaines créas pour Orléans? Oui, j'ai posté quelques projets de goodies. Et puis j'espère, vu que je viens d'acquérir un magnifique iPad, c'est vrai ça. J'espère
après avoir essayé de maîtriser un petit peu la bestiole, j'espère pouvoir poster quelques studies jusqu'à avoir des travaux un petit peu plus aboutis. Donc voilà. Trop bien. Écoute, merci d'être venu et merci d'avoir participé à ce podcast. Très sympa. Encore une fois, tu reviens quand tu veux, comme je te l'ai dit. Ça changera d'Alex. Bref. Le pauvre. Non. Mais je l'aime bien. On rigole. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain épisode. Salut. Bye.